Le coup de tocsin. Le coup de tocsin avec Eric Donessé, exceptionnellement à 9h30 pour avoir de nouvelles informations. Bonjour Eric Donessé. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être là avec nous pour cette intervention un peu spéciale. Je rappelle que vous êtes spécialiste du renseignement et d'intelligence économique, directeur du CFDR, Centre français de recherche sur le renseignement. Et justement, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui pour comprendre ce qui s'est passé hier. Je rappelle les faits. Des milliers de beepers qui appartenaient à des membres du Hezbollah ont explosé en même temps au Liban, qui ont causé la mort d'au moins 9 personnes. Enfin, si mes chiffres sont à jour, c'était déjà évolué. Plus de 2800 blessés, parmi lesquels l'ambassadeur iranien au Liban. Selon le New York Times, c'est assez intéressant également, des sources anonymes auraient révélé l'implication d'Israël, qui aurait placé donc une charge explosive dans chaque appareil et un déclencheur. Alors, qui a mis en place cette opération, comment et quels objectifs? Eh bien, on est très heureux, vraiment très heureux d'entendre votre analyse, Eric Donessé, ce matin. Oui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bruit et de fausses informations qui circulent. Je crois que ça ne fait aucun doute. On a affaire là à une opération israélienne dont le but est à la fois de décapiter le Hezbollah et de générer une attaque du Hezbollah contre l'État hébreu pour que Tel Aviv ne se trouve pas en situation d'avoir été l'agresseur en premier. C'est, indépendamment de ce que l'on pense sur le plan moral, c'est du grand art en Ah matière de bah oui, renseignement. oui, oui. Opération exceptionnelle qui a été obligatoirement préparée depuis plusieurs années, il a fallu que les Israéliens d'abord infiltrent quelqu'un au sein du Hezbollah pour savoir quel type de communication ils utilisaient, quel type de pager ils utilisaient. Ensuite, il aura fallu infiltrer l'usine dans laquelle étaient fabriqués ces pagers. On sait a priori de sources sûres aujourd'hui que les Israéliens auraient remplacé la pile originale par une pile plus petite pour mettre quelques dizaines, peut-être 20 grammes d'explosifs. Alors, on parle soit d'HMX, soit de PETN, qui sont deux types d'explosifs différents. Alors, ça a été fait soit dans l'usine, soit au moment du transport des pagers, avec ou sans d'ailleurs la complicité des personnes de la structure industrielle qui, a Oui, la priori, fabrication. alors, il faut rappeler que ces pagers sont des pagers américains qui sont généralement fabriqués à Taïwan, mais Taïwan a déclaré qu'il avait sous-traité la fabrication de ce lot spécifique à une entreprise hongroise spécialisée. Donc, ça veut déjà dire aussi que les fabricants de cet appareil ont très peur de la vengeance du Hezbollah et se renvoient eux-mêmes la balle. Hmm. Alors, ensuite, tout ce que je viens d'évoquer, a priori, c'est bien sûr là une opération du Mossad, parce il a fallu savoir à quel moment la commande avait lieu. Mais tout ça n'a été possible aussi qu'avec l'implication d'un deuxième service qu'on appelle l'unité 8200, qui est le service d'interception et de hacking comment dire, d'Israël. Pourquoi? Parce que ça veut dire que depuis plusieurs années, les Israéliens ont dû identifier tous les pagers et tous les numéros des pagers du Hezbollah. Et Ah ça ne oui. se fait pas comme ça. Ça se fait avec des interceptions, il faut remonter les numéros un à un, il faut organiser, il faut reconstituer tout l'organigramme. Donc ça veut dire que c'est obligatoirement une coopération entre ces deux services et peut-être, comme dans l'affaire Stuxnet qui avait détruit les centrifuges iraniennes, peut-être les Américains ont-ils aussi joué un rôle. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, quand on a les premiers témoignages, on s'aperçoit qu'il y a presque une perversité terrible dans cette opération. C'est-à-dire que toutes les personnes visées ont d'abord reçu un bip très long, beaucoup plus long que d'habitude, ce qui les a amenés quasiment tous à porter le beeper à la hauteur de leurs yeux. Et quelques secondes après, l'explosion a eu lieu. Et ça explique pourquoi une très grande majorité de blessés sont aujourd'hui aveugles, notamment l'ambassadeur d'Iran qui avait ce système de pager pour ses contacts avec le Hezbollah. Le nombre de victimes, pour l'instant, est faible. On parle d'une dizaine seulement, mais le nombre de blessés est très élevé. On ne sait pas aujourd'hui s'il n'y a pas on sait qu'il y a une fillette, s'il n'y a pas des innocents dans ce système. Est-ce que ça a été très ciblé ou est-ce que le lot de pagers, comment dire, était diffusé de manière un peu plus large? Voilà les questions qu'on se pose. Ce qui est important aussi d'expliquer peut-être à nos auditeurs, c'est pourquoi le Hezbollah utilise des pagers. Le pager ou le beeper a un avantage, c'est qu'on ne peut pas localiser son utilisateur. Hmm. La différence d'un téléphone ou d'un GSM où on peut vous localiser, donc déclencher une frappe de missile contre vous. L'autre avantage du beeper qu'utilisent aussi les services de police et de sécurité civile en France, c'est qu'il fonctionne même quand le réseau téléphonique est brouillé ou saturé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas brouiller ou saturer un réseau de pagers, mais c'est généralement assez peu fait. Et la vraie question qui se pose finalement sur cette opération, c'est pourquoi. Oui. Je dirais
Elle aurait un sens si les Israéliens, après avoir déclenché ces explosions, avaient immédiatement attaqué le Hezbollah après l'avoir décapité. Mais il semble bien qu'en fait, ce soit une provocation. Je crois qu'il faut être très clair. Benjamin Netanyahou et l'État hébreu ne veulent pas être dans la situation de celui qui Qui démarre, agresse. oui. Voilà, qui démarre et ils font tout ce qu'il faut pour que le Hezbollah frappe en premier pour justifier les ripostes. Je rappelle que ces derniers jours, Benjamin Netanyahou a fait de très longs discours sur la nécessité pour les populations du nord d'Israël de retourner dans les zones frontalières qu'ils avaient évacuées sous les tirs de missiles et de drones du Hezbollah, que un de ses ministres, je crois que c'est Ben Gvir, avait demandé une guerre contre le Hezbollah et on voit les choses se mettre en place. Dernier élément qui me semble important, puisqu'on doit tirer les leçons de ce genre de situation, c'est qu'aujourd'hui, nos services de police comme le RAID, le GIGN et les pompiers utilisent tous des pagers. Et donc, il va falloir aussi nous-mêmes et partout dans le monde revoir les règles de sécurité sur ces appareils, parce que ça veut dire que n'importe quel service, en tout cas les 5, 6 grands services du monde, peuvent se livrer à ce genre de piégeage et que pourquoi des terroristes ne le feraient pas un jour. Et imaginons ce qui se passerait en cas d'attentat terroriste si nos forces de l'ordre et nos forces de sécurité se retrouvaient dans la même situation. C'est vrai que c'est, comme vous dites, c'est du grand art et donc on se pose la question, ça peut également nous arriver à nous Français, enfin à nos unités, à nous. Sur la question de la riposte, en plus il y a quand même l'ambassadeur iranien aussi qui a été touché, ça c'est quand même très grave. Si entre guillemets la marque vient d'Israël, ça pose aussi de grandes questions d'avoir touché un ambassadeur. Normalement, ça reste quelque chose d'assez sacré, Oui, mais en même temps, vous savez, protégé. c'est pas la fois. Les Israéliens ont déjà frappé le Tout à consulat fait. iranien en Syrie il y a quelques temps, en violation des règles internationales. Je rappelle que les Américains l'avaient fait pendant la guerre de Bosnie sur un consulat chinois. Force est de constater que ce sont les Occidentaux, dans ce genre de situation, qui transgressent les règles du droit international. Mais là, comme je le disais à quelques instants, je pense qu'on est dans la provocation Du délibérée Hezbollah, pour oui. créer un conflit, et donc que les Israéliens, dans la situation dans laquelle ils se trouvent, ne se préoccupent plus véritablement de respecter le droit international. Il leur faut sortir d'une situation qui finalement est de moins en moins favorable, puisque la guerre d'attrition contre le Hamas et les autres groupes terroristes palestiniens ne va pas finalement tellement dans leur intérêt. Et je crois qu'ils ont besoin d'un conflit plus important pour faire en sorte que l'Occident se remette à les soutenir et cesse ses livraisons d'armes et ses critiques. Et donc pour ça, ils sont prêts à tout, à déclencher une guerre, y compris avec l'Iran. Est-ce qu'on est, enfin, on n'est pas sûr, mais est-ce que l'orientation de l'origine de ces tirs, enfin de cette opération, va forcément du côté d'Israël? Vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a une unité 8200, je crois, enfin vraiment très spécialisée sur ces questions de hacking qui a priori serait la plus à même de mener cette opération de très haute qualité. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités qu'on peut prendre en compte? Ben, d'abord, comme dans toute enquête policière, on se dit à qui profite le crime. Et là, je Oui. crois que c'est tellement flagrant. Ensuite, on se pose la question, qui sont les services au monde qui ont ce type de capacité, aussi bien en renseignement humain, en renseignement technique, en maîtrise des moyens d'explosifs. Là aussi, ça limite les acteurs à une demi-douzaine dans le monde. Et on voit donc très clairement, quand on recoupe les deux, que Hmm. qui d'autre qu'Israël pourrait faire cela. Surtout que c'est probablement de très loin le seul pays qui est capable d'infiltrer le Hezbollah. Mais encore une fois, je n'écarte pas une éventuelle participation américaine parce que les liens sont très étroits, comme les opérations contre l'Iran l'ont déjà montré. Mais en tout cas, effectivement, c'est d'abord et surtout une opération des deux services de renseignement humain, le Mossad, et de renseignement technique, l'unité 8200 de l'État hébreu. Et dernière question, cet article du New York Times, est-ce que vous considérez que c'est éventuellement une commande, on va dire, pour pouvoir faire passer un message plus qu'un autre? Difficile à dire. Pour l'instant, le département d'État a bien sûr nié être au courant de cette opération, ce qui est probablement vrai si c'est Hmm. si c'est la CIA ou la NSA qui ont aidé les Israéliens. Je pense que le département d'État ne le sait pas. Le New York Times est toujours bien sûr une chambre d'écho des autorités américaines. Je pense aussi qu'ils ont voulu faire savoir tout de suite ce que les Israéliens ne revendiqueront jamais, bien sûr, même si ça ne fait aucun doute pour le Hezbollah, et que les Américains ont voulu peut-être faire passer le message. Il y a une guerre psychologique aussi dans cette opération, hein. Ah Ça oui. montre bien encore la toute-puissance des services de
l'État hébreu, et c'est fait pour créer des dissensions, des enquêtes de contre-espionnage, pour lutter contre l'infiltration dans tous ces mouvements, et créer chez eux ce que nous avions fait au moment de la guerre d'Algérie, ce qu'on appelait la bleuite contre nos adversaires de l'époque, voilà, pour générer effectivement le trouble et la désorganisation des groupes adverses. Merci beaucoup Éric Dessay pour ces informations cruciales et je rappelle que vous êtes directeur du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement. Merci encore, excellente journée à vous. Merci.